Une histoire de pont. On se souvient que ce dimanche, nous avons rendez-vous pour redécouvrir le quartier de Saint-Paul. Et comme un ancien élève de l'école Moria, qui se trouve à la rue Pavée, dans le quartier de Saint-Paul, et quand les beaux jours revenaient, vers le mois de fin avril, mai, on avait l'habitude quelquefois de sécher les cours. Et on allait dans un endroit qui s'appelait Pont-Marie, qui est pas très loin de l'école Moria. Et là-bas, c'était un endroit où il y avait beaucoup de tourisme, on faisait beaucoup de rencontres intéressantes. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine discussion. Mais de Pont-Marie, je veux passer à un autre pont, à une autre histoire de pont. Et si vous cherchez sur Google, mes amis, en hébreu en tout cas, Haotzar nimtza mitachat la gesher, le trésor se trouve sous le pont. Et vous allez découvrir qu'il y a dans pratiquement le folklore de beaucoup de pays, aussi bien en Orient qu'en Occident. On retrouve par exemple cette histoire-là dans le recueil des Mille et une nuits. L'histoire suivante, moi je vais la raconter avec un parfum chassidique. On raconte que dans la ville de Krakow, en Pologne, vivait un juif très très pauvre, Isaac. Isaac, c'est le diminutif de Yitzhak en yiddish. Et Isaac vivait dans une détresse économique effroyable. Et sa femme sans arrêt le pressait. Isaac, fais quelque chose. On n'a même pas de quoi manger Shabbat, faire un repas digne de la fête. Fais quelque chose, fais quelque chose. Et puis ces derniers temps, Isaac était visité par un rêve. Le rêve, dans son rêve, quelqu'un lui disait, Isaac, sors d'ici et va à Prague, va dans la grande ville là-bas, et arrive jusqu'au pont qui se trouve devant le palais royal. Et là-bas, quand tu vas creuser sous le pont, tu vas trouver un trésor extraordinaire. Alors au début, comme tout le monde, Isaac, qui est-ce qui prend en sérieux les rêves? Isaac entend ce rêve, il sourit, et puis il oublie. Le lendemain, ou la nuit suivante, le rêve revient. Et la troisième fois, la quatrième fois. Et j'abrège l'histoire, et Isaac Bassov, finalement, prend la décision d'écouter son rêve. Et il prend le chemin de Prague, il traîne derrière lui dans un sac une pelle, une pioche, et, vous avez compris, il se dirige vers le pont qui se trouve en face du palais royal. Et quand il arrive sur les lieux, mes amis, c'est tout à fait ce qu'il a vu dans son rêve. Le pont, exactement le même pont, devant le palais. Mais ce qu'il n'avait pas remarqué dans le rêve, peut-être, c'est que cet endroit-là, mes amis, est gardé. Il y a des policiers, il y a l'armée, et la demeure royale est obligée d'être bien surveillée. Et Isaac hésite, alors il s'approche du pont, il s'éloigne, il tourne un peu. Vous avez compris qu'il vient d'attirer l'attention des gens de sécurité. On attrape le malheureux Isaac, on le jette en prison, et le lendemain on le passe à l'interrogatoire. Et on lui demande qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais ici? Et Isaac préfère mourir de ridicule que de mourir sous les tortures de l'interrogatoire. Il dit la vérité. Il dit, je m'appelle Isaac, je vis à Krakow, je vis dans un état de pauvreté que vous avez du mal à imaginer. Et un rêve me dit que pour sortir de cette pauvreté, je dois venir ici. Et son interrogateur éclate de rire. Et il lui dit, vraiment, il n'y a qu'un juif pour être assez stupide pour essayer de réaliser son rêve. Et puis tout d'un coup, ce même policier change d'expression. Son visage change d'expression. Le policier regarde à gauche, à droite. Personne ne l'entend. Il s'approche de Isaac, et il lui dit, écoute Isaac, moi aussi je fais un rêve ces derniers temps. Pratiquement le même rêve que toi. Et tu sais qu'est-ce qu'il me dit ce rêve? Que si je vais à Krakow et je rencontre Isaac, là-bas, que tout le monde connaît, et je rentre dans sa maison, et je creuse sous l'endroit, sous sa cheminée, là où il cuisine, là où il se réchauffe, alors je trouve un trésor. Et puis de nouveau, le policier éclate de rire. Mais moi, je suis un homme intelligent, je suis un homme rationnel. Je ne suis pas assez stupide pour aller après mes rêves. Et vous comprenez la fin de l'histoire. Alors il libère Isaac. Isaac retourne à Krakow et il découvre là-bas un trésor. D'ailleurs, paraît-il qu'à Krakow, il y a encore une très belle synagogue que les nazis n'ont pas détruite. Cette synagogue s'appelle la synagogue de Rav Isaac. Et la tradition locale raconte qu'elle a été financée par le trésor que Isaac a trouvé. Mes amis, cette histoire, encore une fois, n'est pas à la base une histoire juive. On la retrouve des fois dans le Talmud, on la retrouve dans les contes des Mille et une nuits, on la retrouve dans beaucoup de traditions étrangères. Maintenant, la tradition chassidique a su lui donner un goût particulier. Et il y a là nos maîtres, les maîtres de la chassidoute, se divisent en deux groupes.
Le premier groupe, vous savez que tous les rabbins chassidiques n'ont pas eu la patience et l'ouverture, par exemple, du rabbi de Lubavitch, que Zchuto Tagen Alenu, qui passait des heures dans la journée à recevoir le public, à écouter les doléances du public, à proposer des bénédictions au public. Beaucoup de rabbins étaient beaucoup plus renfermés, et beaucoup de rabbins voyaient ce défilé devant leur bureau comme un dérangement. Alors, par exemple, on raconte que le rabbi Mandel Mikotz de Kotz, lui, chaque fois qu'un nouvel adepte voulait rejoindre son Beth Midrash, voulait rejoindre son public à lui, il lui racontait l'histoire de Isaac et il lui disait la chose suivante: ne sois pas idiot comme Isaac. La solution, elle est chez toi. Tu n'as pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour venir me voir pour que je te dise que la solution, elle est chez toi. Cherche bien là où tu es, dans la situation qui te paraît difficile. Et si tu cherches bien, sous ton nez, tu vas trouver la solution, de la même manière que Isaac va trouver le trésor. Rabbi Nachman n'aimait pas du tout cette interprétation. Pour Rabbi Nachman, c'est ça la vie. Pour Rabbi Nachman, cette histoire-là est une histoire d'humilité. Très souvent, l'homme se croit dans le théâtre de la vie, se croit l'acteur principal, le metteur en scène. Rabbi Nachman le calme, il lui dit: attention mon ami, tu es tout juste un petit figurant. L'homme propose, Dieu dispose. On peut faire des torniotes, on peut faire des programmes, une infinité de programmes. Alors finalement, on croit qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous dirige un peu. On a le libre arbitre, mais on a aussi notre destinée. Et pour Rabbi Nachman, se tromper, ça fait partie de la vie. Quelqu'un qui va uniquement dans les sentiers battus de la vie, il n'apporte aucune nouveauté dans ce monde-là. Et très souvent, ça se vérifie en science, ça se vérifie dans mille et un domaines, c'est en se trompant qu'on fait une découverte que personne n'était à même d'espérer. Et se tromper, ça fait partie de la vie. Mais je crois que le mot de la fin, il appartient à Elie Wiesel. Elie Wiesel nous continue un peu sur la lancée de Rabbi Nachman, mais il apporte un ajout significatif. Il lui dit très souvent, dans cette histoire-là, nous avons deux personnages. Nous avons Rabbi Isaac et nous avons l'officier de police. Et chacun d'entre eux a un demi-message. Et celui des deux personnages qui aura l'intelligence de l'échaber, d'unir les deux messages, alors il pourra lire le message en entier. Et c'est exactement ce que Rabbi Isaac a compris, et c'est exactement ce dont le policier s'est moqué. Quand il a vu quelqu'un qui va au-devant de ses rêves, pour le policier, c'était un objet de moquerie. Et pour Rabbi Isaac a compris que la destinée, la providence divine, l'a amené ici justement pour qu'il rencontre ce policier. Et ce policier va lui compléter le premier message de la providence qu'il avait reçu à travers son rêve à lui. Et Elie Wiesel a une très belle conclusion. Il dit très souvent, les grandes choses arrivent dans ce monde quand les hommes mettent en commun leurs rêves. Et vous savez, mes amis, pendant très longtemps, en Galoute, les Juifs ont interprété les rêves des Goïs. C'est exactement le cas de Yosef, les parachutes qu'on a lus il y a quelques jours seulement, à la fin du Sefer Bereshit. C'est exactement ce que va faire le grand savant qu'a été Freud, bien qu'on n'est pas toujours d'accord avec ses interprétations, mais ce souci-là d'interpréter les rêves, c'est un souci typiquement juif. Et lorsque les Juifs ont commencé à unir les rêves des nations, les rêves d'émancipation, les rêves de nationalisme, et ils vont unir leurs rêves à eux, le rêve de retour à Sion, alors ça va aboutir à ce que nous connaissons aujourd'hui, mes amis, un État d'Israël extraordinaire, un État d'Israël fort et florissant, et un État d'Israël qui vous appelle à tous à rentrer au Bercail, à rentrer à la maison, et à réaliser l'idéal de Shivat Sion, de retour à Sion.